besoin d'un chevalier des glaces pour vous présenter l'extension Saint-Seiya Asgard. Donc je reviens directement du royaume d'Hadès, à qui j'ai demandé une petite faveur. Alors, je vais vous présenter les nouveautés. Donc, comme vous pouvez voir, à présent, chaque chevalier aura un plateau. Donc là, c'est celui de Shiryu, mais Seiya, Yoga, Ikki et Shun ont bien évidemment le leur. Alors, qu'apporte ce plateau? Il apporte en fait de nouvelles techniques. Voilà. Nous avons 4 nouvelles techniques. Donc je vais pas les détailler. Je vais plutôt vous dire comment ça se passe. Là. Donc on imagine, on a notre pioche. Hein. Le jeu va se jouer en fait exactement de la même manière qu'avant. Vous avez le plateau au bout, je ne l'ai pas mis. Le plateau avec les cartes de 1 à 6 et la défausse. Ce qui va se passer pour les techniques. Quand on pioche, pour refaire sa main, et qu'on arrive à la dernière carte, on monte le niveau de technique, en fait, on gagne, je sais pas, on va dire un cosmos ou ce que vous voulez, ce qui va nous permettre d'utiliser les techniques dans lesquelles on est. Chaque technique a un coût. Si je n'ai que un éclair, je ne peux faire que colère du dragon, et c'est du dessous, qui ne demande rien. Vous voyez? Ça, c'est le coût que ça va demander. 1, 2, et là 3, et là 0. On ne peut utiliser par tour qu'une seule technique. Il peut également y avoir un autre coup à faire. Là, blesser un personnage vert de votre main. Et ça, c'est ce que ça va faire. Un Shiryu en jeu gagne plus 2 de force. Voilà. Donc là, on imagine, on avait un petit éclair. On décide d'utiliser colère du dragon. On utilise d'autres petits éclairs. On fait la condition, blesser un personnage vert de notre main. Et ça fait qu'un Shiryu en jeu va gagner plus 2. Donc c'est comme ça que ça marche. Et ça va rajouter vraiment beaucoup de possibilités au jeu. Donc les cartes, quand vous les piochez, vous les mettez là. Quand elles vont dans la défausse, vous les mettez là. Et là, ici, théoriquement, c'est la place de votre armure. De nouvelles cartes vont faire leur apparition. Vous avez toujours les chevaliers de base, hein. Et en plus, maintenant, vous avez les fameuses V2. Voilà, donc pour les faire... C'est comme avant, vous détruisez 2 Shiryu identiques, donc 2 Shiryu de bronze que vous devez détruire pour faire celui-là. Et il y a l'apparition de la nouvelle armure également. Voilà, il y avait l'ancienne et il y a la nouvelle. Ces cartes, elles sont pas en jeu au début. La nouvelle armure, vous ne l'avez qu'à un certain moment de la partie. À partir du moment où vous avez votre armure en main ou équipée, si quelqu'un prend un chevalier d'or, vous pouvez faire level up votre armure. Donc votre ancienne armure, là, vous la mettez de côté et vous prenez celle-là à la place. Voilà. Elle a exactement la même chose en termes de texte, c'est juste qu'elle a en plus un de force. Voilà, c'est pas le truc qui va changer votre partie, mais c'est intéressant. Donc je vais pas passer vraiment du temps dessus, mais et bien évidemment, chaque chevalier a son évolution. Hein. Je peux pas vous laisser repartir avec ça, ce serait criminel. Mais vous avez de la chance, je suis l'homme de la situation. Car oui, je suis un homme. Allez, je vous connais et en plus vous m'êtes sympathique. Je vous fais ça à un prix d'ami. Alors, les nouvelles cartes qui arrivent. Donc vous aurez droit à une nouvelle Athéna qui a un nouvel effet. Je vais pas vous les décrire. Une nouvelle Ida. Vous avez également l'apparition des gardes Asgard. Ah, c'est plutôt des chieurs, hein, en gros. Ils vont avoir des effets quand ils sont sur le terrain. Et d'autres effets marqués, je vais vous expliquer juste après, parce qu'il y a 3 nouveaux termes. Vous avez bien évidemment les guerriers divins, donc ils sont en x2 chacun. C'est de toute beauté. Et vous avez leurs armures, bien évidemment. Donc ça rajoute des armures et des possibilités. Il y a la présence de 2 reliques. L'anneau des Nibelungen et l'épée Balmung. L'anneau des Nibelungen, il est juste là pour vous gâcher la partie. Non, je rigole. C'est juste qu'en fait, vous ne pourrez plus vous équiper d'armure à partir du moment où cet anneau sera équipé chez vous. Il faudra s'en débarrasser. Alors, revenons sur les guerriers divins. En bas, il y a un petit saphir d'Odin. Sur les chevaliers d'or, c'était une flamme. Sachant qu'on joue toujours dans les mêmes règles, hein, donc c'est-à-dire qu'on a toujours l'horloge avec les 12 flammes et la partie s'arrête à la 12e. On rajoute cependant la statue d'Odin. Donc, quand un guerrier divin quitte le terrain, de la même manière qu'un chevalier d'or, donc quand il quitte le terrain,
si vous l'acquérez ou s'il va dans la défausse, vous rajoutez un saphir d'Odin à la statue. Lorsque les 7 guerriers divins seront sortis, vous aurez mis les 7 saphirs, et là vous allez retourner la statue. C'est comme lorsqu'elle est détruite dans l'anime. Et vous allez avoir accès à la robe d'Odin. Donc 2 choses à prendre en compte. Pour le reste de la partie, les effets de sortie sont appliqués 2 fois. Je vous dirai après ce que c'est. Et une seule fois, à notre tour, on peut défausser notre armure équipée pour qu'un héros en jeu gagne plus de force et plus de cosmos. Donc c'est super fort. Normalement, les armures, on ne peut s'équiper... Alors, on peut s'équiper d'une armure pour utiliser son coup, je vous rappelle, ou utiliser une armure. Utilisation. Dans les règles, ce n'est pas précisé, donc nous, à force de jouer, nous avons décidé que le plus intéressant, c'était de pouvoir utiliser la robe de Odin, et utiliser une armure, en tant qu'équipement ou en tant qu'effet. Comme ça nous fait 2 utilisations, c'est encore plus de diversité. L'effet de sortie dont je vous parlais, il concerne les guerriers divins. Ils ont tous un effet de sortie. L'effet de sortie, ce n'est pas à partir du moment où ils quittent le terrain, c'est uniquement lorsqu'ils rejoignent la défausse du terrain. Si on n'a pas réussi à les prendre à temps et qu'ils vont dans la dernière zone. Donc regardez, par exemple, là, chaque joueur jette la première carte de sa pioche. Bon voilà. Ils ont chacun des effets assez dérangeants. Et des fois, il peut être intéressant de les prendre, en fait, de se focaliser sur eux, pas pour les points ou parce qu'ils nous intéressent, mais pour éviter leur effet de sortie. Donc ça va dépendre. Et donc, à partir du moment où la robe d'Odin est disponible, les effets de sortie vont s'appliquer 2 fois. Donc on va faire 2 fois chaque joueur jette la première carte de sa pioche. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Un nouveau terme a fait son apparition, c'est geler. Voilà, par exemple, là, geler. Détruire une armure d'or gelée. Il fait au moins 8000. Ouais, donc vous prenez l'indicateur de gel, et geler, en fait, il y a 2... C'est pas tout à fait comme les blessures, avant vous aviez les compteurs blessures. Donc là, lui, il est blessé. Lui, il est gelé. Ah, c'est pas le même terme. Et pour geler, par contre, c'est la même façon qu'avant. Hein, Là, regardez, par exemple, j'avais 1 de soin, je défausse, je soigne d'1. Attention, gel, il faut soigner 2 fois, ou avoir 2 de soins directement. Et ensuite, une fois qu'il est soigné, hein, c'est même chose qu'avant, ça va dans la défausse. Voilà. Un autre terme, puisque maintenant il y a blessé et soigné, vous avez marqué. Marqué, ça veut dire en fait que c'est l'un ou l'autre. Si, regardez, lui il est gelé, lui il est blessé, dans tous les cas, les 2 sont marqués. C'est juste ça. Donc lui, par exemple, s'il est marqué, donc blessé ou gelé, récupérez en main un personnage vert de votre défausse. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, ce sont les nouveautés. Petit détail quand même au cas où. Vous avez vu ? Là, Siegfried, il est doré et argenté. Donc s'il y a des effets qui s'appliquent au chevalier d'argent, il faut la carte grise, et des effets qui s'appliquent au chevalier doré, donc les cartes jaunes, et bah Siegfried, il marche dans les 2 cas. Hein. Voilà. Et certaines cartes ont des doubles rangs, donc là, vous voyez, doré et argenté. Cette armure est bronze et argentée, donc c'est la nouvelle apparition des cartes de double rang, qui subissent les 2 effets, enfin peu importe ce qu'on leur demande. À présent, je vais vous expliquer le mode 1 joueur contre Ida. Attention, c'est assez dur. Déjà, la mise en place, de la même manière que les jeux classiques, mais vous retirez le grand pop, les 2 reliques, Ida, et vous jouez sans l'horloge. Voilà, vous retirez ces 5 éléments. Le jeu va se dérouler en fait en 24 tours. Ici, vous notez la présence d'un décompte. À chacun des tours, on va augmenter 2, 3, bon bref, jusqu'à 24. Ceci, de la même manière que les jeux de jetons pour les chevaliers, c'est les cartes détruites. Et là, c'est le petit dé pour Ida. Alors, comment ça se déroule ? Déjà, évidemment, on commence, la statue n'a rien dessus. Ida va commencer, elle va jeter son dé. 2. Le chiffre en bas, donc il y a 2, vous prenez la 2e carte du plateau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous prenez tout simplement l'armure des poissons.
Ida, sa zone de jeu, ça va être là, ici vous équipez l'armure que vous avez acquise. Là, vous aurez les 5 cartes d'Ida. Dès qu'une 6ème arrive, tac, ça dégage, et vous allez dans la défausse. Donc, pour que ce soit plus simple à comprendre, on imagine que j'ai déjà acquis ces 5 cartes. Mon dé, je jette, je prends... Ah, mauvais exemple, c'est pas grave. Je prends une nouvelle carte, ça arrive par là, donc je décaille tout, et en fait, ma première carte que j'avais prise va dans la défausse. Voilà. C'est un roulement, Ida ne peut pas avoir plus de 5 cartes en main. Des cartes en main de Ida ne peuvent pas activer leurs effets. Elles sont là dans sa main, plus pour nous permettre de faire des choses que pour Ida. Donc sur le dé, vous avez le chiffre c'est ce qui indique quelle carte vous allez prendre. Je vais la remettre. Hop. Et vous avez une action. Donc le résumé des actions est sur le plateau d'Ida. Je vais vous les décrire quand même rapidement, parce que certaines ont des spécificités. Donc là, c'est défausser. Le moins, vous défaussez une carte au hasard de votre main. Sachant qu'à chaque fois qu'il y a écrit au hasard, ce n'est pas vraiment au hasard. Lorsque Ida va devoir blesser, défausser ou faire ce genre de choses, elle va en fait, en priorité, choisir certaines cartes. Elle va choisir donc les cartes qui ont en cumulé le moins de cosmos et de force. Par exemple, vous voyez, en cumulé, ils ont 2. 1 de force et 1 de cosmos et 8-2, donc ça fait 2. Donc lorsque c'est ce genre de cas, on va choisir celle qui fait le moins de points. Donc là, elle vaut 2 points. Donc c'est elle qu'on défausserait. Comme ça que ça marche. En cas d'égalité, c'est possible, hein, donc 2-2, ça vaut le même nombre de points. C'est l'adversaire, donc nous-mêmes, qui choisissons. Ouais. Là, c'est piocher. Tout simplement, Ida récupère en main la première carte de sa défausse, tac, et les cartes restantes de sa défausse sont sauvegardées. Elles sont mises comme ça, on ne peut plus y avoir accès. Elle est sûre à 100% d'avoir ses points en fin de partie. Purifier. Là, quand on tombe dessus, déjà on retire toutes les cartes qu'il y avait sur le terrain, et on les remplace. Première action. Ensuite, Ida acquiert un point de soin, et va s'en servir pour soigner ses cartes. Si, j'imagine, hein, elle avait cette carte-là, elle était blessée, tac. Avec Purifier, elle acquiert un point de soin, ensuite elle cumule toutes les valeurs de soins de ses cartes, donc là par exemple elle a Athéna qui vaut 2, donc elle va juste, et là c'est juste qu'en fait ça lui acquiert un bonus, elle a 3 de soins. C'est pas grave, elle a un besoin que d'un, ça va dans la défausse. Alors, ensuite, nous avons, si elle tombe sur ça, c'est geler. Donc là pareil, elle va geler l'une de ses cartes, même principe, hein, celle qui vaudra cumuler... Donc cumuler celle qui a moins de force et de cosmos, et ensuite celle qui a moins de points. Alors là, maintenant vous avez ce petit dé, la force. C'est-à-dire, alors déjà, elle va défausser toutes ces cartes qui ont de la force, cumuler, donc 2 plus 1, 3. Elle peut en plus acquérir sur le terrain des cartes qui valent jusqu'à 3 de force. Sachant qu'elle va prendre en priorité des cartes qui vont lui valoir le plus de points. Et là, 0, elle s'en fout. Donc là, forcément, avec 3 de force, elle ne peut que prendre Serpent des Mers, qui vaut 2. Elle le prend, donc pardon, pas dans la défausse, et ça va dans sa main. Même principe avec... Là, vous avez l'éruption de Cosmos. Elle va donc défausser ses cartes avec du Cosmos. Donc 2 et 3. Elle les défausse, et elle peut acquérir avec 3 de Cosmos. Sur le terrain, il n'y a rien qu'elle peut acquérir. Mais il n'empêche qu'elle a quand même défaussé ses cartes. Au niveau des règles de la défausse, on défausse toujours l'armure en premier. Voilà, c'est juste, c'est une question de priorité de la défausse. L'armure se défausse en premier, puis les éléments de sa main, les personnages. Donc là, j'ai expliqué comment Ida jouait, maintenant on va faire un tour pour voir comment ça marche. Grande démonstration publique sur la place du marché. Hop! Alors, Ida lance son dé, elle prend la 6ème carte. Là, le dé lui dit de défausser au cosmos, donc je défausse, j'ai une carte. Enfin, un de cosmos. Je défausse, je vois que je ne peux rien acquérir. Mon tour est terminé, c'est au tour de Shiryu. Bon, il fait son caméo, voilà, Shiryu. Shiryu, il va jouer là sans compléter le terrain. On garde le terrain dans cet état. Shiryu fait ce qu'il peut, hein. On imagine que là il peut récupérer avec de la force Phoenix, peu importe. Son tour prend fin.
La variante cette fois, c'est qu'en fait, on va... Regardez, ici, normalement, quand on jouait à l'ancienne, on décalait voilà, pour aller directement dans la zone entre guillemets solide. Là, la variante avec Ida, c'est que la dernière carte, même si elle n'est pas dans la zone solide, sort du terrain. Ça accélère le jeu. Et on complète. Et on n'oublie pas de mettre qu'il y a eu un tour. Donc là, on est au deuxième tour. Et là, on va continuer jusqu'au 24e tour. À savoir, les guerriers divins, si jamais ils quittent le terrain, donc on imagine, hop, un guerrier divin qui quitte le terrain, on va appliquer un effet de sortie. Les effets de sortie ne s'appliquent pas à Ida. Voilà, c'est ces guerriers divins. Et bah, c'est tout bonus pour elle. De plus, s'ils sortent dans un des fosses, automatiquement, Ida les acquiert. Voilà, donc là, vous pouvez commencer déjà à comprendre pourquoi le mode solo contre Ida peut être dur. Parce que si elle a de la chance au lancer de dés, je peux vous dire que ça va piquer. Bon, après, ça reste intéressant. Les points de victoire. Ça se fait de la même manière que dans l'édition originale, vous comptez toutes vos cartes. Attention cependant, Ida va perdre un point de victoire pour chacune de ses cartes marquées. Donc là, on imagine qu'on serait en fin de partie, elle aurait -1. Elle compte quand même sa carte, hein. Elle a juste -1 parce qu'elle a une carte marquée. Ouais. À noter, normalement, vous l'aurez compris de vous-même, puisque Ida prend ce que lui indique le dé. Les effets là en noir de, par exemple, vous ne pouvez prendre que des cartes au cosmos, ou bon bref, des trucs comme ça, Ida s'en moque. Ah, Ida, elle jette son dé, elle prend ce qu'on lui dit, qu'elle est droit ou pas droit d'après ce qui est noté sur le terrain. Mais attention, Ida se moque des effets sur le terrain, sauf lors des acquisitions, au cosmos et à la force. Tout comme les jeux de base, ce jeu se joue en 60 minutes à peu près, de 1 à 5 joueurs. Nouveauté, du coup, vous pouvez jouer tout seul contre Ida, et c'est à partir de 14 ans et plus, même si le jeu n'est pas trop complexe non plus, vous pouvez jouer avec des plus petits. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a Kevin de Poula, il paraît que ce sont de très bonnes amies à moi. Allez, salut!